Par exemple, dans mon cas de figure, il y a deux clubs business dans lesquels je suis. On a le droit à des réunions, il y a des voyages qui sont organisés où on part à l'étranger. C'est un peu sortir du cadre de la Belgique, rencontrer des gens. Ces gens-là ont des business, donc il y a toujours à apprendre de eux. Ceux qui viennent dans des clubs pour juger, je pense qu'il n'a pas sa place. Le moins cher coûte entre 3 et 5 000 euros et le plus cher va jusqu'à... Bonjour, je suis Amiral. Bienvenue dans Clever Podcast. Le thème d'aujourd'hui, comment se construire un réseau et rencontrer des personnes de succès. J'ai avec moi un invité particulier qui a monté sa société depuis plus d'une dizaine d'années maintenant et qui s'est lancé dans le paiement. J'aimerais vous présenter Monsieur Jorge Liber, mais je pense qu'il est à même de mieux se présenter que moi. Jorge ? Bonjour. Content de te rencontrer ici, Anas. Effectivement, ça fait une petite... Content de te rencontrer ici. Petite paire d'années qu'on est dans le business. On a choisi le paiement parce que voilà, c'est un métier dont tout le monde a besoin. Donc, en fait, tu as créé ta société et tu es dans le paiement, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Donc, on a commencé en tant que commercial et puis on a commencé à évoluer et on a fait une première entreprise pour pouvoir distribuer nos solutions. Ok. Mais le paiement, c'est assez vaste. C'est un paiement bancaire ou autre ? Tu sais nous donner un peu plus d'explications à ce niveau-là ? En fait, donc nous, on s'est spécialisé dans tout ce qui est donc système de paiement dans les magasins. Donc, en gros, les TPE, les banques contact, comme on appelle ça chez nous. Donc, les appareils qui permettent de pouvoir encaisser les paiements par carte et en ligne également pour tous les marchands. D'accord, ok, cool, c'est génial. Dis-moi, en fait, si je t'interviewe aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai cru comprendre que tu avais un grand cercle d'influence à côté de toi. Et aujourd'hui, le thème principal, c'est de savoir comment se créer ce cercle d'influence. Donc, c'est pour ça que tu es à mes côtés, pour un peu nous dire comment se créer ce petit réseau. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc pour le réseau, voilà, il faut déjà pouvoir aller vers les gens. C'est une première chose importante. Aller vers les gens, savoir être ouvert, leur parler, savoir être assez flex dans la communication, être poli, Est-ce que tu pourrais exclure à ce moment-là une personne qui est un peu timide ou même à ce niveau-là, dans ce genre de cercle, c'est un peu ouvert à tout type de personnes ? Bien sûr, c'est ouvert à toutes les personnes, on n'a pas de restrictions. Quand on arrive quelque part, il faut savoir se présenter, savoir montrer de l'intérêt, déjà vis-à-vis des gens, et c'est en montrant de l'intérêt vis-à-vis des gens que les gens en montrent vis-à-vis de toi, tout simplement. Comment on pourrait faire en sorte que les gens s'intéressent à toi ? Parce qu'aujourd'hui, soyons réalistes, si tu n'as aucune valeur à apporter, la personne qui a suffisamment d'argent ne viendra pas te serrer la main. Ça ne s'intéresse pas à toi. Donc dis-nous un peu comment, toi, dans ton parcours, ça s'est passé. En termes de valeur, c'est-à-dire que la valeur que tu apportes aux gens n'a pas forcément qu'une valeur monétaire. Tu peux apporter une valeur de connaissance et même les gens qui ont de l'argent savent qu'ils doivent tous les jours en apprendre. Donc ça veut dire que si tu n'apportes pas une valeur, voilà, tu n'es pas obligé d'apporter des liasses de billets justement aux gens pour te faire remarquer. Justement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est en étant smart dans tes dialogues, en étant constructif, en t'intéressant aux gens, dans la discussion que tu as vis-à-vis d'eux, que réciproquement, eux te montrent de l'intérêt aussi. Et ensuite, c'est à toi de faire le travail à expliquer tes activités de la meilleure manière possible et être clair dans tes explications, forcément. D'accord. Mais, allez, si je rebondis là-dessus, si j'ai bien cru comprendre, tu ne vas pas intéresser les personnes et ils vont pas venir te tendre la main avec une main d'argent juste parce que, tu es intéressant. Donc, il faut vraiment apporter une plus-value. Toi, tu aurais peut-être nous donner un petit exemple dans ton propre expérience, ce que tu aurais vécu dans les clubs ou ce que tu aurais vu qui se passe, peut-être pour toi ou quelqu'un d'autre. Donc ici, en fait, oui, effectivement, dans le système de paiement, l'avantage, c'est que ça touche tout le monde. Donc tout le monde a besoin de se faire payer, de pouvoir recevoir donc de l'argent. En tout cas, dans tout ce qui est B2B. Maintenant, dans le B2C, un peu moins. Les gens sont moins enclins à recevoir des paiements parce qu'ils ne profitent pas de ce service en tant que personne privée. Maintenant, en tant que client business, oui, les gens ont besoin de ce système de paiement et naturellement, les gens sont intrigués par l'activité qu'on a développée et du coup, ils viennent naturellement vers nous pour nous poser des questions à ce sujet-là. D'accord, donc tu penses que c'est à titre personnel, c'est à cause de ton entreprise et dans le domaine dans lequel tu travailles que les gens s'intéressent à toi. Mais alors pour une personne qui a un tierce projet, est-ce qu'il y aura peut-être une autre façon ou c'est vraiment le projet qui initie le contact en fait ? En fait, il y a toujours plusieurs possibilités. Il y a d'abord l'intérêt vis-à-vis de la personne en elle-même. Une personne qui peut très bien ne pas avoir de projet du tout, mais être intéressante et susciter l'intérêt de la part de ses interlocuteurs. Ou alors, elle peut utiliser évidemment donc ses réalisations, que ce soit des réalisations sportives ou autres, professionnelles ou privées, ou personnelles, des anecdotes. Et il y a toujours évidemment la manière la plus simple d'arriver, de briser la glace, c'est faire rigoler tout le monde. Et à ce moment-là, évidemment, les gens viennent vers toi et c'est beaucoup plus facile de créer le contact dans l'humour
l'humour plutôt qu'en restant trop sérieux, évidemment, en mettant des barrières invisibles vis-à-vis de tes interlocuteurs. Et quand tu me dis en restant pas trop sérieux, bien, dans ce genre de club, on a toujours le fantasme de dire qu'on rencontre des grands businessmen, peut-être des personnes d'affaires, des célébrités, je ne sais pas. Tu peux peut-être un peu nous en dire plus, parce que à ce niveau-là, quand tu me parles d'humour, c'est un peu, je sais qu'il faut briser la glace, il faut pas rester comme des robots, mais on est censé parler peut-être d'un projet un peu plus sérieux, surtout pour une personne qui a un projet en tête et qui aimerait s'entourer d'autres qui ont cette même ambition, ou peut-être avoir des entrées, je ne sais pas. Toi, dans ton cas, ça s'est passé comment? Disons que oui, les gens peuvent être de grands hommes d'affaires ou des femmes d'affaires, des grands businessmen, avoir un statut et autres. En fin de compte, on reste tous des humains. Donc, on a tous envie de rigoler. On est tous une partie où on est plutôt en mode flex, c'est-à-dire que on a envie de se détendre. Et comme on reste tous des êtres humains, j'ai croisé très peu de personnes qui restent parce qu'ils ont beaucoup d'argent dans leur coin qui ne parlent à personne. Le but du networking est de justement créer des réseaux, s'ouvrir aux autres personnes et tout le monde sait très bien pourquoi il est là et il faut jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir aller vers des gens et en général dans le networking on ne considère pas une personne par rapport à son statut, par rapport à son véhicule ou à son argent. On est tous des personnes qui sont là pour faire des affaires, on échange entre nous et puis voilà, ça se passe de cette manière-là, assez on va dire bon enfant et on laisse de côté tous les éléments d'apparat, si je puis me permettre, qui font que on aurait peur d'aller vers une personne parce qu'il a une voiture de luxe ou autre, mais en vérité c'est une personne comme un autre et il sera en général très heureux de pouvoir partager son expérience et ça le valorisera et ça lui permettra de donner inspiration également aux personnes à qui il demande. Donc il y a une transmission de savoir également de la part de cette personne-là et c'est ça un des intérêts de leur présence dans le networking aussi. Ok. Donc pour toi, ce serait vraiment un bon conseil par rapport à une personne qui a un projet à lancer, de se rendre à ce genre de club, en fait. Ce serait plus, peu importe qu'il soit timide ou pas, qui ait l'expérience de se produire en public ou même de discuter avec des personnes, c'est quand même bon à faire, en fait. Disons que quand on a un projet, on peut avoir le meilleur projet du monde. L'idée est de quand même devoir diffuser ce projet, que les gens puissent savoir de quoi on parle. Si on a le meilleur projet du monde, mais que personne ne le connaît, ne va le connaître, c'est un peu dommage parce qu'il ne va jamais fonctionner. Donc c'est pour ça que certains projets ne fonctionnent, sont peut-être moins sexy entre guillemets sur papier, mais ils ont une espèce de viralité qui a été créée au travers de buzz et d'autres choses que les gens ont apprécié. Et donc c'est parti comme une traînée de poudre et ces projets ont été sur la Lune parce que derrière ça, on en a parlé, ils ont eu les bonnes connexions au bon moment. De nos jours, beaucoup de personnes se lancent et expriment leur volonté sur les réseaux. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui différencie une personne qui sait se produire, si je puis dire, via les réseaux sociaux? Quel est son intérêt, s'il est déjà assez connu, d'aller dans ce genre de cercle? Mais disons qu'il y a ces deux aspects différents. Donc, tu peux développer une communauté de personnes qui te suivent en ligne, c'est une première chose. Maintenant, le taux d'engagement de personnes en ligne versus le taux d'engagement de personnes que tu aurais pu rencontrer en réel. Encore une fois, rien ne remplace le contact humain. Et donc, derrière ça, le bid rapport que tu vas avoir avec une personne en face-to-face, à discuter pendant une demi-heure, une heure ou quoi que ce soit avec lui dans un cadre bien précis, c'est complètement différent d'avoir une communauté de personnes qui te suivent sur Internet, qui regardent évidemment son importance, mais on parle ici de deux choses différentes. La communauté sur Internet te permettra d'atteindre la notoriété au niveau de la marque de ton projet, donc te permettra d'être connu de manière online, tandis que la notoriété, on va dire plutôt dans le networking, te permettront de te faire connaître de manière plus locale, mais renforceront l'image de marque de ton projet en fait d'un point de vue local et ce sont tes premiers clients. Donc si on peut aller dans le concret, le taux de signature et le taux d'engagement vers ton projet a plus de chances d'aboutir sur des personnes que tu vas rencontrer dans un networking plutôt que des gens que tu vas convaincre sur Internet. Encore une fois, tout dépend du produit, du service que tu vas proposer évidemment, quoi. La création de valeur ne vient pas d'un chiffre d'affaires que tu vas développer ou autre en fait. Tu prends une boîte comme Carrefour en fait qui pèse des milliards, fondamentalement il ne crée pas de valeur. Il distribue des choses que tout le monde a besoin. C'est pas une création de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu prends Tesla qui pèse des milliards, eux, ils ont créé de la valeur en changeant la manière de l'automobile. D'accord. Et ta boîte actuellement, quelle est la valeur qu'elle a créée? Si on prend au niveau de chez Clever, là, dont on a plus ou moins on a passé le million d'euros de valorisation, c'est déjà une première chose. La valeur qui est créée ici, c'est rendre l'accessibilité des paiements électroniques pour les entreprises. Pouvoir se faire payer rapidement, à moindre coût et avec des outils digitaux qui
sont réellement efficaces pour le business des gens, qui vont permettre à une entreprise de demain faire 100 de chiffre d'affaires, de passer à 150, voire 200 de chiffre d'affaires. Là, la valeur est réellement créée parce que les gens gagnent plus d'argent de par l'utilisation des services. À contrario d'un Carrefour où tu peux acheter tous les coca que tu veux ou toutes les nourritures que tu veux, ça va jamais créer plus de valeur. Donc voilà, c'est ça quelque chose qui est importante à stipuler. Il y a des métiers de création de valeur, des métiers de distribution de services ou de produits. C'est pas la même chose. En tant que chef d'entreprise, tu dois quand même avoir les reins solides pour pouvoir gérer une société et peut-être sûrement même des profils différents. Est-ce que tu as une morning routine comme on voit ces derniers temps ou une discipline que tu suis pour vraiment pouvoir gérer ton stress par exemple? En fait, ouais, comme tu dis, il y a un mot hyper important que tu as dit, c'est la discipline qu'il faut avoir dans tout. En fait, tu es obligé, parce que si tu n'as pas ça, moi qui suis à la base très freestyle, j'ai dû mettre ça en place pour pouvoir un peu canaliser un peu les choses, les divers profils, comme tu as parlé de la gestion de ces divers profils, pouvoir gérer la partie opérationnelle, la partie administrative, la partie ressources humaines, donc la gestion des membres de l'équipe, pouvoir répondre aux desiderata de chacun, pouvoir que chacun se sente bien dans l'entreprise et avoir un œil attentif à ce que chacun fait. C'est, comme on a dit, une discipline à avoir vis-à-vis d'eux, tout comme par rapport au fait de devoir, garder ses focus assez précis sur ce qu'on veut réaliser, ne pas se disperser, même si c'est dur pour quelqu'un qui est à la base freestyle, il faut rester carré et droit dans ce qu'on veut réaliser et mettre des roadmaps, des timelines et avoir un plan d'action et le suivre. Voilà, ça c'est la base de tout. Sinon, ça part dans tous les sens. En fait, tu vas faire 10% de 10 000 choses plutôt que faire 100% de choses que tu dois réaliser. Et aussi, toujours recentrer les priorités. Qu'est-ce qui fait avancer ma boîte aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que le plan que j'ai réalisé au début arrivera, à échéance dans les temps? Ça, c'est important. D'accord. Et tu as aussi un plan lorsque tu vas exposer, on va dire, les projets de ta boîte dans ces cercles, dans ces clubs où tu es censé rencontrer des personnes qui vont t'aider à faire monter ton projet? Ouais, c'est ça. Donc, dans tous les clubs business, dans les réseaux d'affaires, etc., on est toujours amené à présenter une première fois son entreprise. Donc, au début, forcément, tu écoutes 50, 60 présentations, dépendant de la taille du club où tu es. L'être humain essaie de retenir X% de choses. Donc, c'est à partir de la deuxième, troisième ou quatrième fois. Ben, moi, par exemple, dans les cercles où je suis, les gens m'appellent le monsieur du paiement, monsieur Visa ou monsieur Mastercard, parce qu'ils ont compris qu'en fait, c'est dans ce domaine-là qu'on est, que c'est un peu une niche. Mais à d'autres personnes, on l'appelle monsieur le peintre, monsieur toiturier, parce que il a présenté X fois son entreprise et il est retenu en fait comme étant une personne spécialisée. Donc en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils retiennent? C'est ta spécialité. Quelle est ta spécialisation en fait? C'est ça. Et ça, c'est important à savoir. Donc, tu dois connaître ta spécialité, ta spécialisation qui va te permettre de te démarquer par rapport à tes concurrents ou pas. Parce que nous, personnellement, dans tout ce qui est paiement, on n'a jamais de concurrents parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont une société de paiement comme nous, on l'a fait. Et donc, voilà, derrière ça, c'est toujours assez insolite comme métier. Et c'est assez cocasse parce que les gens, quand on leur dit tu travailles dans quoi? Tu travailles dans l'argent, ben, du coup, ils sont un peu, c'est évident à savoir, ils pensent qu'on est banquier et autres. Et donc, voilà, quoi. Ok, toi, quand tu te présentes, moi, je travaille dans l'argent. C'est vrai que c'est générique, mais ça apporte beaucoup de questions. Mais d'accord, c'est une façon pour que les gens s'intéressent à ce que tu fais. Tout à fait, donc il faut savoir avoir les bonnes réponses quand les gens te posent des questions, savoir susciter l'intérêt derrière de la part de certaines personnes. Et si tu restes sur des questions, on va dire fermées, où les gens n'ont pas à te répondre et faire « Ah oui, ok, merci, bonne journée », en fait, tu viens de perdre une opportunité de networking pour qu'une personne s'intéresse à ton entreprise. C'est toujours ça, les choses. Et on va dire le speech que tu entames lors de ces conversations, ça a été tu t'es entraîné ou c'est au fur et à mesure de le répéter encore et encore que, on va dire, cela s'affine? Donc on va dire il y a de la répétition effectivement. Donc les premiers networks qu'on a fait, on présentait les choses d'une certaine manière, je présentais les choses d'une certaine manière. Après j'ai un peu affiné en fonction des retours que j'ai eus, en fonction des questions. Donc évidemment si on arrive directement au travail avec dans des termes techniques, les gens vont poser des questions, ils ne savent pas très bien identifier ce que tu fais comme boulot. Et en fait de ce fait, ils vont en fait rapidement trier entre ceux dont ils savent ce qu'ils font et ceux qui savent pas ce qu'ils font. Donc, ce qui veut dire que tu seras dans la case « je ne sais pas ce qu'ils font » et donc tu seras skippé malheureusement. Donc, d'où l'intérêt à avoir une manière de présenter ton entreprise de manière assez rapide, efficace et pour que tout le monde puisse comprendre directement. On va dire que tu as 20 secondes pour pouvoir faire en sorte que ton métier soit compris de la part de ton interlocuteur. D'accord. Bon, ici, pour savoir un peu plus comment ça se passe, tu peux peut-être nous donner un exemple, peut-être nous faire ton speech et peut-être
le speech que tu as peut-être entendu qui t'a pas forcément convaincu? Bon, par exemple, je vais prendre deux exemples. Hein. Le premier exemple, ce qu'on disait au début, on disait, voilà, on s'occupe de solutions de paiement pour des commerçants. C'était assez vague. Les gens pensaient qu'on faisait des paiements en ligne. Après, il fallait rentrer un peu plus profondément dans ce qu'on faisait. Et plus tu commences, en fait, la règle est simple. Plus tu commences à expliquer, à faire de plus en plus de phrases pour expliquer ce que tu fais, et plus tu vas perdre ton interlocuteur. Parce que plus tes phrases sont longues, tu as plus d'explications, moins de compréhension. Tandis que si tu fais une explication courte, et que les gens comprennent directement, tu as tout gagné à ce moment-là. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, quand on me demande qu'est-ce que tu fais, je me présente tout simplement en expliquant que nous, on pose les boîtiers dans les magasins pour payer. Tout ça. Ok, tu as simplifié au maximum, hein, parce que là, c'est clair et net. Hein, le boîtier sur lequel on paye dans les magasins. Voilà. Et on met les gens en situation, c'est important de mettre les gens en situation d'eux-mêmes pour qu'ils s'identifient à une situation que eux font tous les jours, de manière à pouvoir que quand ils vont faire cette action qu'ils font tous les jours, en l'occurrence ici du paiement, et tout le monde paye tous les jours, je connais peu de personnes qui ne dépensent pas une seule fois de l'argent sur la journée, ne fût-ce que pour s'alimenter. Et donc ça veut dire que c'est un service que tout le monde utilise et une action que tout le monde fait, et que donc dans ce fait-là, on doit être au courant du boulot qu'on fait derrière. Et donc l'avantage est de dire, vous faites l'action que nous, on vous permet de faire. C'est un peu comme allumer l'électricité le soir qu'on appuie sur l'interrupteur. S'il n'y avait pas un électricien pour mettre l'interrupteur, ce serait compliqué. Voilà, c'est la même chose ici. Nous, on explique qu'on est dans les coulisses de ceux qui traitent les paiements des magasins pour que l'argent arrive à bon port entre le moment où le client passe sa carte sur l'appareil et où le marchand reçoit l'argent sur son compte bancaire pour service rendu. Ok, donc en résumé, si tu devrais conseiller à quelqu'un pour présenter son projet ou sa boîte, ce serait d'aller droit à l'essentiel, d'éviter trop de tourner en rond. Parce que j'avais compris, toi, au tout début, tu commençais déjà par tout simplement essayer d'expliquer le domaine. Mais le domaine des paiements, c'est vaste, ils sont réalistes. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus, on va dire, direct. Ce que j'ai compris, merci, parce que quand on parlait de solutions de paiement, c'était assez vaste. Mais là, quand tu as dit, c'est le boîtier qui est dans le magasin sur lequel on paye, je crois que c'est clair. Voilà. Tout le monde sait de quoi on parle et surtout tout le monde identifie la chose et en fait les gens doivent pouvoir s'identifier à quelque chose qui les concerne. Si on explique un métier ou une activité et que la personne n'arrive pas à se projeter elle-même ou en 4-5 secondes n'arrive pas à avoir l'intérêt qu'elle a ou l'utilité d'utiliser ce service au jour le jour, et ils vont déconnecter tout simplement en fait parce qu'il y a X personnes avant qui sont passées et X personnes après et on sera catégorisé dans ceux qui n'ont pas pu répondre correctement et qu'on va oublier tout simplement en fait. Ok. En tout cas, on sent vraiment que que tu connais bien et que tu maîtrises bien ton sujet. C'est à ce niveau-là que je me posais quand même la question, une question assez importante. Le paiement et le système de la finance est assez vaste. Il y a beaucoup on va dire, pour ceux qui s'intéresseraient, est-ce qu'il y aura un cursus spécifique à suivre pour arriver à atteindre ce niveau-là ou éventuellement, ce sont des choses qui s'acquièrent avec une expérience? Parce que l'un comme l'autre sont réalistes, beaucoup de gens peuvent sortir d'une école diplômée et se dire, ok, moi maintenant, ce monde-là m'intéresserait, comment je fais pour y rentrer? Oui, effectivement, des bases qui peuvent s'apprendre évidemment dans tout ce qui est cursus académique et de ce genre de choses. Maintenant, encore une fois, comme je dis toujours, rien ne remplacera l'expérience du terrain. Personnellement, j'ai appris tout ce que j'ai à apprendre sur les systèmes de paiement, sur la technicité, sur la régulation, sur tout ce qui concerne les aspects commerciaux et administratifs. J'ai tout appris sur le tas, dans le sens que ce qu'il faut d'abord, en fait, c'est être passionné comme partout. On peut faire des cours, si après on n'aime pas, de n'importe quelle branche, on n'aime pas réellement, qu'on n'est pas passionné, les cours vont servir les quelques premiers mois, mais après, on va assez d'étudiants qui ont fait des cursus et qui après se retrouvent dans un domaine complètement à l'opposé de ce qu'ils ont fait, simplement parce qu'ils ont fait un cours qui ne le plaisait pas. Et donc là, on a l'exemple frappant de faire ce qui nous plaît en fait. Et c'est ça qui est le plus important dans l'histoire, quand on fait ce qui nous plaît, on est convaincu, convaincant et on se donne un fond pour y arriver. C'est pas plus compliqué. D'accord. Tu viens de dire que dans ton cas, tu as appris beaucoup de choses sur le tas. Ça indique, est-ce que tu avais une base que tu as acquérie à l'école ou tu as un diplôme quelconque ou c'est vraiment quelque chose qui t'a plu dès le départ dans ce domaine et qui t'est dit, ok, moi je me sens envie de travailler là-dedans. Parce que ça, c'est un peu pour tout projet. Une personne qui veut ouvrir son restaurant, il va aller à l'école de cuisine. Mais maintenant, ici, c'est pas pour autant que son restaurant va fonctionner. C'est juste par rapport à ça. Donc,
C'est ça que j'aimerais savoir dans ton cas ici, quel a été vraiment l'élément déclencheur qui te dit, ok, pour moi, une expérience sur le terrain est bien plus valorisante ou a autant d'importance que peut-être que l'école. Nous, on a commencé, moi personnellement, j'ai commencé en tant que sales et donc en tant que commercial. Donc, le fait d'être commercial, bon, en fait, permet de vendre tous les types de produits et services que les gens ont besoin, que ce soit du B2B, donc du business to business, ou du B2C, donc pour les clients privés. Et donc, en fait, à partir du moment où tu peux vendre un produit, un service, que tu peux le comprendre et le redistribuer derrière, c'est juste une question de vouloir avoir les connaissances supplémentaires et la vision d'apprendre. Il y a une partie de curiosité également, de savoir, se dire, par exemple, quand on vendait les systèmes de paiement pour des grandes entreprises qui sont aujourd'hui des concurrents, moi personnellement j'ai voulu comprendre ce qui se passait derrière ce que je vendais, dans un but de pouvoir en fait être efficace, de pouvoir donner la bonne information à mes clients, et de fil en aiguille, ces informations que j'ai pu collecter se sont mis bout à bout l'une après l'autre. On a fait ce qu'on appelle le connecting dots, et on s'est rendu compte que on avait la possibilité de pouvoir recréer les systèmes pour nous-mêmes, et donc on a évolué dans ce sens-là. Mais dans un premier temps, le commercial, la partie commerciale a fait son travail et a permis en fait de pouvoir être convaincu et d'être convaincant vis-à-vis des clients sur le service et le produit qu'on utilisait. Donc ça, c'était la première base, et il n'y a pas eu forcément besoin d'avoir de cours. Maintenant, la matière, ça a été de la matière apprise en version autodidacte. Donc, c'est-à-dire que c'est cette matière-là, ce sont des formations que j'ai prises moi-même, me concernant par exemple sur YouTube, sur Internet. Je me suis renseigné sur les divers sites des fournisseurs, Visa, Mastercard, les gens avec qui on travaillait, pour en fait s'instruire tout simplement. L'instruction, c'est la base, et on doit apprendre, j'ai envie de dire, jusqu'à notre dernier souffle, parce qu'on doit toujours continuer à apprendre. Ce que je déplore, que les gens, que la société ici nous dit, en général, on doit apprendre jusqu'à 18, 25 ans pendant le cursus scolaire, et après on est censé avoir go, vas-y. Or que non, l'apprentissage est perpétuel et continu en fait. Très important à stipuler. Et entre nous, étant donné que tu viens de l'avouer à demi-mot que tu n'étais pas forcément un grand académicien ou que tu n'avais pas un diplôme de financier, mais que tu avais beaucoup appris sur le terrain avec, on va dire, ta propre expérience au sein de certaines sociétés. Actuellement, est-ce que tu penses que ces soft skills sont bien plus importants ou à une équivalence de quelqu'un qui pourrait sortir d'une grande école, qui serait peut-être n'aura pas forcément envie, mais serait quand même séduit par ce genre de domaine, ne sachant pas encore à quel point c'est assez vaste? Est-ce que tu penses sincèrement qu'il pourrait rentrer dans ce domaine aisément et pouvoir s'assimiler à des personnes comme toi qui ont ce background en fait? En fait, à partir du moment où les gens ont l'envie et la détermination de vouloir réussir, tout est possible en fait. C'est pas plus compliqué. Dans le sens que les soft skills, oui, pour moi, sont plus importantes à la base que les diplômes et ce genre de choses. Maintenant, les diplômes, c'est juste une validation. C'est un papier qui dit que tu as passé certains tests qui ont été fournis par un corps académique pour valider des tests. Maintenant, les tests grandeur réelle, ce que j'appelle grandeur réelle, donc dans l'entreprise, là où tu vas travailler pour un employeur qui va en fait, le test sera tous les mois d'avoir le delivery, de pouvoir lui donner ce qu'il attend de toi. Ce sera toujours, tous les mois remis en question. Donc, ton test sera perpétuel. C'est-à-dire que tu vas devoir prouver tes compétences chaque mois au niveau de ton employeur, et en fonction des mois qui vont continuer, tu vas pouvoir prendre du grade parce que tes compétences seront dès lors validées par ton employeur, et tu pourras par la suite, dans la hiérarchie, redistribuer, donc non seulement redistribuer ce que tu as déjà appris d'une première part, et d'une seconde part, pouvoir, communiquer les connaissances propres à l'entreprise. Parce que tu vas beau avoir un diplôme, quand tu rentres dans une entreprise, tu dois apprendre ce que l'entreprise fait, son ADN, ses valeurs, etc. Tu dois t'imprégner ça. Et ça, aucun diplôme à te le donner parce que tu ne sais pas le savoir d'avance. Donc ça, tu dois pouvoir identifier quelles sont ses valeurs, et quand tu veux monter dans la hiérarchie de l'entreprise, la deuxième phase en fait vient dans le fait de pouvoir donner au suivant tes connaissances et compétences pour qu'eux gardent les mêmes valeurs de l'entreprise dans laquelle tu es. C'est comme ça que les gens évoluent comme managers en fait, parce qu'ils sont en capacité de pouvoir donner, de transmettre aux nouveaux arrivants la bonne information concernant l'entreprise qui permettra de pouvoir évoluer à ce niveau-là. D'accord, mais je me pose quand même la question, parce que dans ce genre de club, après, c'est peut-être une image que je me fais, mais dans ce genre de club, peut-être que des gens ont suivi ce cursus académique et qui ont ces diplômes-là.
Donc, toi, dans ton cas, peut-être personnellement, je ne sais pas si, est-ce que ça t'a desservi, le fait de côtoyer ces gens-là? Est-ce que tu te senti un peu amoindri? Ou au contraire, ça a été une force de savoir que dans ton domaine, tu es peut-être quelqu'un qui se connaît mieux? Donc en fait, ici, dans le domaine, effectivement, c'est un peu différent. Nous, on est arrivé avec les connaissances, avec déjà, enfin, moi, personnellement, je suis arrivé quand je parle à des gens, quand on parle de système de paiement et autres, c'est des compétences que je maîtrise. Et donc, forcément, les gens se posent des questions et se demandent comment on est arrivé là. Et quand on leur explique simplement, c'est une question de passion, une question de curiosité, d'apprentissage personnel. Voilà, c'est pas plus compliqué. On a 24 heures dans une journée. Si certaines personnes prennent encore X heures pour pouvoir se former, ces X heures cumulées l'une bout à bout feront à la fin une espèce de cursus académique mais spécifique dans le secteur, et c'est pour ça que ça donne de la crédibilité plutôt qu'une personne qui va dire je suis bardé de diplômes mais je ne connais pas le métier, le secteur dans lequel je viens d'arriver, parce qu'il ne s'est pas intéressé. Donc en fait, on valorisera toujours une personne qui s'intéresse au secteur en lui-même. Et par rapport à des personnes qui peuvent être diplômées, non, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de différence, dans le sens que, en connaissance de cause de mes compétences, chacun a des choses à apprendre à chacun. Donc pour toi, ça n'a pas été du tout un handicap de t'intégrer dans ces clubs, en fait. En partant du principe, ou peut-être du postulat, on pourrait te juger du fait que tu n'as pas forcément de diplôme. Donc, encore une fois, dans les clubs, celui qui vient dans des clubs pour juger, je pense qu'il n'a pas sa place, tout simplement parce que chacun vient de milieux différents, chacun a son histoire différente, et que la première chose, c'est de pouvoir accepter que chacun est différent et a un parcours différent, et peut-être un niveau socio-économique différent également, parce que tout le monde ne part pas avec les mêmes cartes non plus, c'est ça qu'il faut. Et ce qui est important, justement, à stipuler que tu viens de dire ça, en fait, il ne faut pas se comparer du tout. Chacun a son parcours, chacun a ses ambitions, chacun a ce qu'il veut. Et il faut pas se comparer aux autres, c'est le meilleur moyen en fait de ne pas arriver, parce que tu vas peut-être te comparer à une mauvaise référence, et qui dit que lui a pas galéré X temps pour arriver là, ou qui dit que lui a la même ambition que toi, on sait pas le savoir. Donc en fait, oui, à la base, on fait toujours une comparaison par rapport à soi-même, mais si je peux donner un conseil clairement, il faut pas se comparer à personne en fait, parce que chacun est différent, vraiment. D'accord. Et selon ton point de vue, tu n'as pas eu comment dire, contradiction par rapport à cette manque de connaissances, aux questions que tu auras pu avoir sur sur ce domaine-là, étant donné ton expérience, tu t'es jamais senti un peu amoindri. On est d'accord que ce n'est pas un handicap dans ce genre de club. Tu peux, entre guillemets, aisément pouvoir, si je puis dire, discuter avec les gens sans te sentir abaissé. En fait, parfois, il faut pas avoir peur de dire aux gens « je ne sais pas », parce qu'on ne sait pas tout savoir, évidemment, que ce soit même dans son propre domaine ou dans un domaine qu'on ne connaît pas. Quand je veux dire, on veut pas tout savoir, et il faut pouvoir être curieux, encore une fois, et se dire je ne sais pas la réponse je n'ai pas la réponse à la question que tu me poses, mais je serais désireux de connaître la réponse, est-ce que potentiellement tu pourrais m'aider. En fait, il faut encore une fois tourner les choses pour valoriser ton interlocuteur, et en fait échanger ce rôle où on se croit qu'on est diminué parce qu'on ne sait pas, et en fait demander justement le conseil à la personne en face pour que lui se sente valorisé et va te répondre en te valorisant également, en fait, plutôt que de rabaisser. C'est justement ça qui est important à stipuler, que beaucoup de gens ont peur de poser des questions, or qu'en fait c'est en posant des questions qu'on apprend. Donc c'est comme ça qu'il faut faire pour pouvoir arriver, et personne ne peut tout savoir, encore une fois, c'est logique. Ok. Si tu aurais un conseil à nous donner éventuellement pour les démarches à suivre, pour se familiariser avec ce genre de club, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là maintenant tout de suite? Qui on pourrait contacter, qui on pourrait voir, peut-être quelles recherches on pourrait effectuer, quel genre de démarche? En fait, il faut d'abord identifier quel genre de personne que tu veux côtoyer. Par exemple, dans mon cas de figure, il y a deux clubs business dans lesquels je suis. Un qui m'est tombé un peu dessus par hasard, et où on est très très bien, où c'est une bonne ambiance, bonne chose, on apprend beaucoup de choses. Et un deuxième club où en fait c'est moi qui avais envie de rentrer parce que je connaissais des gens de là-bas et que je targetais en fait de faire affaire avec ces personnes-là. Et donc voilà, c'est un peu les deux différents. Le premier, ça m'a été présenté, donc j'y suis arrivé, et voilà, ça a matché directement avec l'ADN des gens qui marchaient là-bas. Et le deuxième, j'ai été par curiosité. Ensuite, ça a matché en termes d'entrepreneuriat, vu que c'est plutôt un club vraiment axé business. Et donc, dans celui-là, encore une fois, on nous a posé deux ou trois questions. Qu'est-ce que tu fais dans ton secteur, etc. Est-ce que tu es quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a la grinta, comme on dit, qui est déterminé? Et en fait, c'est un peu un club type élitiste. Et en fait, ils cherchent que des gens qui sont déterminés. Et donc, forcément, là-dedans, quand on arrive à prouver notre détermination envers notre projet et autres, on est directement, tu as déjà passé 2-3 steps pour pouvoir rentrer avec eux. Maintenant, en termes de valeur,
valeurs, il y a des valeurs différentes dans chacun et moi personnellement, je suis le même gars dans un ou dans l'autre. J'adapte un peu mon dialogue, mon discours en fonction de la population avec qui je suis également, mais voilà, c'est comment ça se passe, quoi. Bon, si j'ai bien pu comprendre, t'es dans deux clubs bien distincts. Ils sont assez différents l'un de l'autre, c'est ça? Mais pour intégrer ce genre de club, encore une fois, est-ce que tu as été invité ou c'est toi qui as été à la recherche de ceci? Peut-être ça a été les deux cas. Donc en fait, dans un des deux, j'ai été invité. Donc j'ai été invité par une personne qui faisait la promotion de ce club et j'ai été, voilà, la curiosité encore une fois m'a pas permis de pouvoir découvrir ça. Voilà, j'en suis pas du tout, j'en suis assez satisfait. Et le deuxième, en fait, c'était une question qui faisait des immersions business. Donc, en fait, la curiosité, encore une fois, est arrivée. Je me dis, bon, ouais, je vais voir un peu ce qu'ils proposent dans les 2 jours d'immersion. Est-ce que le contenu délivré m'apportera de la valeur ou pas? J'étais à ces 2 jours d'immersion et effectivement, j'ai vu que le contenu apporté était quand même intéressant. Et il pouvait avoir un impact également sur mes entreprises, que ce soit en termes de réseau ou en termes de connaissances. Et ensuite, voilà, j'ai été amené à répondre à quelques questions pour rentrer dans leur club parce que voilà, il y a des tris qui sont faits pour forcément garder un certain niveau au niveau du type de personne qui est là-dedans et d'avoir quand même une capacité de discussion entre les membres qui est pas trop différente. C'est-à-dire que les gens, des gens qui sont dans un certain type de lifestyle, vont rester entre eux, en fait. Et c'est un peu ça que dans ce club-là, c'est un peu plus fermé, mais c'est des gens qui ont plus de lifestyle et on fait affaire entre nous. Et ça permet également de diffuser les messages pour nos propres compagnies. C'est une plateforme de diffusion de campagnes publicitaires aussi. Et encore une fois, étant dans les solutions de paiement, il n'y a pas beaucoup de monde dans ces clubs-là qui travaillent dans les solutions de paiement. Donc, ça a été très facile d'être, validé un peu par les gens de donc, quoi. Dans ce cas présent, on est d'accord que c'est sur invitation que tu as été reçu. Donc c'est par rapport à ton historique et par rapport à ton travail que tu as effectué qu'ils ont jugé intéressant de te faire venir dans le club. En fait, c'est ça, toujours une sélection qui est effectuée, des sélections parfois plus ou moins rigoureuses en fonction de l'ADN de où tu vas aller aussi. Pour reprendre le deuxième club business dans lequel on est, où celui-là, c'est vraiment en mode, déjà l'adhésion est plus chère, ça, c'est une première chose. Il y a des voyages qui sont organisés où on part à l'étranger. Là, par exemple, on est parti à Los Angeles, là on va en Égypte, on a également été à Marrakech l'année passée. Voilà, c'est un peu c'est un peu sortir du cadre de la Belgique avec des voyages organisés et des choses qui sont faites dans d'autres clubs. On voyage moins, donc ça coûte moins cher, mais le contenu est différent aussi. C'est plus axé développement personnel, comment développer ses business au niveau immobilier, au niveau business, avoir des tips et astuces, tandis que dans l'autre club business, c'est peut-être directement des techniques qui sont proposées pour bien manager son entreprise avec des intervenants de qualité qui viennent également et un casting assez important évidemment, quoi. Et on va dire qu'ils sont un peu plus bling bling aussi, quoi, en termes de de montrer les choses avec des voitures de luxe, dans des réunions dans des hôtels de luxe avec des bars all inclusive, ce genre de choses. Voilà, c'est un peu différent, quoi. Bon, si j'ai bien pu comprendre, pour intégrer ces clubs, il faut quand même payer. C'est ça? Alors évidemment, ce que j'appelle, on dit il faut payer, c'est un terme toujours un peu péjoratif parce que payer, ça veut dire sortir quelque chose. Maintenant, quand on paye pour un service ou quelque chose. Moi, je vois ça personnellement comme de l'investissement. C'est-à-dire que j'investis dans un des clubs, j'investis en moi-même. Donc, je reçois des connaissances en retour, du temps, en fait, de la personne que je prends, qui va passer du temps avec moi pour m'expliquer certaines choses, des problématiques et autres. Et pour l'autre club qui est un peu plus onéreux, à ce moment-là, c'est plutôt un investissement sur de l'acquisition client. C'est-à-dire qu'on calcule le coût d'acquisition client que nous coûte un client pour l'avoir dans notre portefeuille. Ici, c'est différent dans le sens qu'on paye une fois un one-shot pour l'adhésion, mais on a accès à 50, 100, 200 membres potentiels qui vont faire des affaires avec nous. Donc, ça reste différent, en fait, au niveau de l'investissement. Ok. Bon, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous donner quand même une fourchette de prix pour entrer dans ce genre de club? Allez. Alors, le moins cher je vais pas donner de nom ni rien, mais le moins cher coûte entre 3 et 5 000 euros. Et le plus cher va jusqu'à 120 000 euros. Ok. Voilà. Mais le contenu est différent quand même, quoi. Donc, et dis-moi, pour ce prix-là, qu'est-ce que tu as? Disons que
commençons par le moins cher. Si on prend des packages à 3 000 €, on a le droit à avoir à des réunions avec des catering, on va dire, la base, on va dire ça comme ça, de manière soft. Donc tu as à manger, tu as à boire, tu auras peut-être pas du homard ou des huîtres, voilà, appelons ça comme ça. Mais c'est pas grave, parce que tu vas pas dans des networking pour manger. Moi, si je veux un bon restaurant, ben j'ai pas besoin d'aller dans un networking pour manger et voilà, pour aller prendre le dernier morceau de homard. Non, si je veux un restaurant, je vais dans un restaurant où je choisis. Ça, c'est une première chose. Le deuxième, c'est plutôt axé ou c'est plus cher parce que des voyages qui sont inclus, notamment ici on va au Four Seasons au Caire, on est allé également à la Mamounia à Marrakech, il y a également eu le Four Seasons à Los Angeles également, donc voilà. Ça reste des belles destinations. Ici, on risque d'aller également à Istanbul d'ici peu. Il y a également une petite compétition avec une compétition de course avec une quinzaine de supercars allant de Porsche à Lamborghini avec des Urus, des Aventador qu'on a fait une petite un peu comme la Gumball en Italie et en France. Donc tout ça se passe dans des clubs, on est d'accord. Tout à fait. Donc et là, chacun prend sa supercar en fait et va en fait rouler. Il y a des espèces de road trips qui sont organisés et voilà. On est entre les membres du club, on profite de nos supercars, tout ça est filmé, ça permet d'avoir également du branding par rapport à nous, par rapport à nos entreprises, on met des sponsoring au niveau des diverses boîtes sur des voitures, et voilà, ça fait parler de nous, c'est un peu plus bling bling, mais encore une fois, c'est dans l'investissement, et donc on part dans les clubs où c'est un peu plus cher, forcément, mais derrière, tu rencontres des gens, par exemple, ils sont passés par Monaco, Monte Carlo, par Bâle également en Suisse. Voilà, c'est des autres types de personnes qu'on rencontre, des personnes qui ont des Mansory, des Brabus, des classes G, ce genre de choses. Forcément, peut-être ces gens-là ont des business, ont des choses également, donc il y a toujours à apprendre d'eux aussi, forcément, quoi. Mais encore une fois, le prix ne fait pas la personne que tu vas avoir, et c'est l'investissement que tu fais en toi, et quelle sera ton attitude également dans ces clubs. C'est pas parce que tu payes 120 000 € dans un club que demain tu auras une carte blanche à faire affaire avec tout le monde, ça fait des millions d'euros. Il y a du travail à faire de ta part également pour mettre en valeur ton entreprise et tes activités. Ok, j'entends que ça a l'air de bien s'amuser dans vos clubs, mais est-ce que tu aurais quand même, dans ton cas à toi, un exemple à nous dire, un ou plusieurs, qui ont profité à ta société, le fait d'intégrer ces clubs? Je vais prendre déjà ici une partie dans un des premiers clubs, dans un club où on est. Donc une des personnes également possède un bateau en fait sur la French Riviera et donc donc on est invité gracieusement à pouvoir aller sur le bateau, à pouvoir utiliser le bateau à nos propres fins aussi. Donc pouvoir, dans mon cas de figure par exemple, j'ai décidé de pouvoir lancer les systèmes de paiement dans tout ce qui est yachtisme, le yachting pardon, le nautisme et la navigation. Et en fait l'avantage là-dedans c'est qu'il y avait par le passé aucune entreprise qui faisait justement ce genre de choses, qui mettait ce genre de service à bord. Donc encore une fois, la curiosité m'a permis de pouvoir découvrir un pain point en parlant avec les gens, en parlant avec les capitaines, en parlant avec les propriétaires des bateaux, en parlant avec le personnel des bateaux, en parlant avec les gens qui utilisent le bateau. Quels sont leurs desiderata. Pour exemple, on a croisé ici à Port-Vauban, en Antibes, un petit groupe de personnes très aisées qui avaient envie de dépenser 15 000 € sur l'après-midi. Et donc, ils ne savaient pas comment dépenser leurs 15 000 €. Problème de riches, entre guillemets, mais on a pu leur permettre de venir l'après-midi sur le bateau. On est allé entre les îles en face de Cannes. Voilà, une bonne destination, French Riviera, il y avait un peu de champagne, etc. Ils ont été nager un petit peu, 30 degrés dans la mer. Voilà, c'est un cadre qui se pose encore une fois, qui leur permet de pouvoir profiter en fait, parce qu'on est vraiment dans un cadre où les gens profitent et ont besoin. Par exemple, le cas de figure ici, un des guests a demandé une bouteille de Moët et Chandon qu'il n'avait pas directement à disposition. On a dû envoyer quelqu'un avec l'annexe chercher au port une bouteille et puis revenir. Or que ça a pris 1h30. Voilà, c'est un peu dommage, alors que nous, le but est de pouvoir mettre des services en plus sur les bateaux, quoi. Donc, par exemple, c'est un exemple ici, quoi. Donc, si j'ai cru comprendre, ce nouveau, on va dire, core business dans lequel tu te lances a été initié par ta rencontre avec une tierce personne dans ce club, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, ça encore une fois, si moi-même, si je m'étais dit, ok, je vais sur le bateau, je vais aller faire la crêpe,
j'aurais pas rencontré les autres personnes. Donc voilà, oui, je serais revenu encore plus bronzé que je ne le suis actuellement, c'est une chose, mais derrière, j'aurais pas fait des affaires et donc j'aurais pas, rentabilisé et monétisé en fait nos compétences et tout ce qu'on a pu faire autour du bateau. Et donc, c'est par rapport à ça aussi, quoi. Auré, en tout cas, je te remercie d'être venu sur notre plateau. C'est très intéressant de parler justement de ton expérience dans les clubs et pour savoir éventuellement, dans les clubs d'investissement, quelles seraient les choses les plus intéressantes à avoir. Est-ce que tu auras peut-être un dernier conseil à donner? Croire en soi-même, c'est le principal. Et merci à toi pour tout, pour les questions, et c'est un plaisir partagé. Mais de rien. La liste des clubs ici en dessous. C'est un très bon conseil. J'espère qu'on se reverra au prochain épisode. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.